indépendance et dépendance de la conscience de soi, maîtrise et servitude. Indépendance et dépendance de la conscience de soi, maîtrise et servitude. Donc en fait, il va montrer en quoi la conscience de soi peut être dépendante ou indépendante d'une autre conscience, et il va déboucher sur la fameuse opposition du maître et de l'esclave. C'est en fait un aboutissement de cette recherche. Donc cette recherche consiste à se demander comment est apparue la réflexivité dans l'histoire. Donc une autre différence encore avec l'enquête de Sartre, c'est que Sartre cherche quel est le rapport entre toute conscience à tout moment de l'histoire, entre les consciences que nous sommes à n'importe quel moment de l'histoire. Tandis que la recherche d'Hegel porte sur l'apparition pour la première fois de la conscience de soi. Et ça, ce n'est pas anodin, c'est quand même deux recherches différentes. Elles ne peuvent pas tout à fait aboutir à la même chose, parce que nous pouvons bien sûr nous dire que beaucoup de choses sont acquises par le fait que la conscience de soi existait déjà dans le monde au moment où nous sommes arrivés dans le monde. Chacun de nous est arrivé dans un monde où tous les autres avaient déjà conscience d'eux-mêmes, et donc peut-être nous ont aidés à acquérir cette conscience de soi. C'est très probable, dire ça fait partie du développement, peut-être sans doute du tout petit enfant, d'acquérir une conscience de soi, mais par la communication avec les autres. Donc on ne pourrait pas reconstituer de la même manière comment arrive pour chacun des individus la conscience de soi. Ce n'est pas la même chose. Hegel, son enquête, ça porte sur la première fois que c'est arrivé. Donc en fait, c'est un processus d'humanisation qu'il cherche. C'est une étape de l'humanisation qu'il recherche. Alors, il dit que donc on part d'êtres non humains, d'êtres qui ne sont que une vie animale, de l'être donné naturellement dans une vie animale. Il ne se prononce pas sur quelle étape entre les hominidés, etc. Bon, ça, peu importe. Enfin, peu importe, c'est-à-dire, on ne peut pas savoir, justement, à quelle étape ça s'est passé. Donc, deux consciences qui se trouvaient simplement dans un simple pour-soi de type animal, un simple pour-soi au sens de, bien sûr, ils avaient conscience de percevoir, ils avaient conscience de désirer, etc., puisqu'ils vivaient. Ce qu'il fallait pour qu'elles accèdent à une conscience de soi réflexive, c'est qu'elles dépassent la simple certitude subjective d'exister. Donc, ces consciences qui étaient de simple pour soi dans une première étape du pour soi avaient la simple certitude d'exister, au sens de chacune de ces consciences pouvait dire je suis. On pouvait dire en même temps je désire donc je suis, j'ai faim donc je suis, j'ai faim donc je suis. Bon. Elles se disaient ça, même éventuellement sans langage, mais enfin, avec conscience d'exister par leur faim. Mais donc cette certitude subjective, comment est-ce qu'elle pourrait passer à une certitude objective, c'est-à-dire à une connaissance ou à une vérité? Il ne faut pas oublier que Hegel, évidemment, reconstitue l'histoire a posteriori. Donc Hegel, il sait que c'est arrivé à une vérité à un certain moment. Ce qu'il veut, c'est reconstituer a posteriori, refaire le chemin à l'envers, voir qu'est-ce qu'il fallait pour qu'on arrive à cette vérité, qu'à un certain moment, on puisse objectivement dire la conscience de soi, ça existe comme tel et c'est partagé, c'est universel à tout le genre humain. Donc il fallait que ça arrive à une vérité. Une vérité, c'est une connaissance objective. Une connaissance objective, c'est une connaissance qui n'est pas simplement dans un seul humain, mais qui peut être vérifiée. Donc vérifier, alors il y a différents types de vérification selon les choses, mais là, il dit que ça devait nécessairement être reconnu aussi par quelqu'un d'autre. Il fallait que cette certitude passe aussi par la certitude de quelqu'un d'autre. Autrement dit, la conscience qui voulait avoir une certitude d'elle-même, elle devait passer par la reconnaissance par une autre du fait qu'elle était bien une conscience. Donc il faut, à ce moment-là, on a deux consciences, l'une en face de l'autre, chacune d'elles, bon c'est une scène fictive, mais enfin bon, ça a dû se passer d'une certaine manière comme ça, scène fictive, on a deux consciences l'une en face de l'autre, qui chacune veut être reconnue par l'autre comme conscience. Donc elle veut montrer à l'autre qu'elle n'est pas seulement une vie animale. Et comment elle peut montrer ça de la meilleure manière? Eh bien c'est en risquant sa vie animale. C'est en disant ma vie animale n'est pas l'essentiel pour moi. L'essentiel pour moi, c'est mon pour-soi. C'est ma vie de conscience. C'est mon statut ontologique de conscience. C'est ça l'essentiel pour moi. Ma vie animale, elle est secondaire.
et donc j'accepte de la mettre en jeu, j'accepte de la risquer pour montrer que je suis autre chose plus essentiellement. Et cette manière de risquer sa vie, ça va être dans la lutte entre ces deux consciences, puisque toutes les deux le veulent. Elles vont lutter, et elles vont lutter en se mettant en danger de mort. Pourquoi est-ce que maintenant, on peut se demander pourquoi chacune veut la mort de l'autre? On comprend pourquoi elle doit risquer sa vie, hein, puisqu'elle doit montrer qu'elle est autre chose, qu'elle est de plus essentiel que sa vie animale. Mais pourquoi est-ce qu'elle poursuit la mort de l'autre aussi? Eh bien, on peut reconstituer ça comme ceci, c'est que puisqu'elle veut être reconnue par une conscience, il faut qu'elle fasse l'épreuve que ce à quoi elle s'adresse est bien une conscience. Donc elle va sommer cette conscience de se révéler comme conscience. Donc elle va sommer l'autre de mettre aussi sa vie en jeu. Et pour le faire, elle va la mettre elle-même en danger de mort. Elle va elle-même risquer de la faire mourir pour qu'elle montre qu'elle accepte de mourir et que donc par là, elle se révèle comme une conscience. Et à ce moment-là, elle pourra aussi me reconnaître comme une conscience. Donc pour qu'il y ait reconnaissance réciproque, il faut qu'il y ait désir de se tuer réciproquement et en même temps de se mettre en danger de mort chacun. Donc on est dans la lutte à mort, hein, et l'issue de cette lutte à mort, c'est que l'une des deux consciences, en tout cas pour qu'il y ait reconnaissance, hein, si elles se tuent toutes les deux, il n'y a pas de reconnaissance évidemment. Si l'une des deux est tuée et pas l'autre, il n'y a pas de reconnaissance non plus, puisqu'il n'y a plus personne pour reconnaître, donc ça ne marche pas non plus. Donc pour qu'il y ait reconnaissance, il faut que les deux survivent. Mais comment est-ce qu'elles vont survivre? Elles ne vont pas simplement dire match nul, chacun repart de son côté. Et non. En fait, ce qu'elles vont faire, c'est que la première qui va renoncer à mourir, la première qui va dire « j'arrête, je préfère ma vie à mon statut ontologique de pour soi », celle-là, elle va se montrer dépendante de l'autre et l'autre va la prendre en servitude, en esclavage. L'autre va la dominer. L'autre va la dominer parce que l'autre se sera montré supérieur, hein, se sera montré supérieur en assumant son pour soi, en préférant sa liberté à la vie animale. Donc elle va se montrer comme supérieure, elle va servir l'autre. C'est la naissance de la relation inégalitaire. Ce n'est pas nécessairement esclavage au sens strict, hein, mais en tout cas une relation inégalitaire où l'un domine et l'autre est dominé. Et donc c'est une vision très pessimiste de l'histoire en fait, si on la prend comme ça. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'être humain est arrivé à sa conscience réflexive, par ce moment même, il a introduit l'inégalité entre les humains, le dominant et le dominé. C'est une vision très pessimiste. On n'est pas obligé de la suivre. C'est-à-dire, premièrement, dans le texte de la phénoménologie de l'esprit, cette conclusion n'est pas extrêmement claire. C'est un texte très ramassé et il n'est pas extrêmement clair qu'il y ait vraiment une nécessité à cette domination. Mais peu importe, comme il n'est pas extrêmement clair et qu'il a été abondamment commenté, mais plutôt toujours tiré dans ce sens, disons, très pessimiste. Bon, surtout par la tradition marxiste, hein, enfin bon, peut-être sans doute vous en doutez bien, donc à partir de ce moment-là, effectivement, la véritable reconnaissance ne pourrait avoir lieu qu'une fois que serait réconciliée hein, cette inégalité, hein, que ces deux parties de l'humanité soient réconciliées, et à ce moment-là seulement, elles pourraient vraiment se reconnaître comme égales. Jusque-là, elles ne se reconnaissent pas comme égales. Hein, donc ça prouvait que l'histoire n'était pas achevée, qu'il fallait la continuer. Enfin bon, ça, c'est les interprétations les plus courantes de ce passage de Hegel, très utilisées, bien sûr. Mais bon, hormis le fait que c'est tout à fait évident qu'il ait vraiment voulu dire ça, en fait, on peut aussi douter que ça se soit passé comme ça. Et on a d'autres propositions. On avait vu dans le cycle consacré à Nietzsche que Nietzsche proposait lui aussi sa reconstitution de l'apparition de la conscience de soi. Et lui, il la rapportait à la communication, au besoin de communication parmi des êtres sociaux. Il disait que si l'être humain avait été un être solitaire, il n'aurait peut-être jamais atteint la conscience de soi, parce que, en fait, si on s'interroge sur soi-même, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir exprimer à l'autre ce qu'on éprouve. Si on n'a pas besoin de l'exprimer, en fait, on n'a pas besoin de s'interroger, parce que les choses sont immédiates, justement. Elles sont immédiates. J'ai faim, je mange, hein, ou je cherche à manger, et c'est tout. J'ai froid, je cherche à m'abriter. Il n'y a pas besoin de l'exprimer, donc il n'y a pas besoin de faire retour sur soi pour se demander « mais qu'est-ce que j'éprouve exactement ?» C'est immédiat. Si on cherche « mais qu'est-ce que j'éprouve exactement ?» Si on cherche à préciser, c'est parce qu'on a envie de le dire à quelqu'un d'autre. Par exemple, pour demander de l'aide. Hein, ça peut être dans un stade très,
très simple, très primitif et naturel des choses, pour demander de l'aide. On va devoir expliquer ce qu'on a. Et donc, pour expliquer précisément ce qu'on a, on va s'interroger sur soi. Et donc, on va avoir cette réflexivité par rapport à ce qu'on éprouve. Et donc, c'est la communication sociale elle-même qui provoque, selon Nietzsche, l'apparition de la réflexivité. À ce moment-là, on n'est pas du tout dans le conflit, on n'est pas dans le conflit, on n'est pas dans l'opposition entre les réflexivités, entre les consciences réflexives. Elles peuvent parfaitement se comprendre et se compléter. Mais évidemment, le problème par rapport à ce qu'attend Sartre, c'est que ça n'explique pas que cette conscience réflexive se mette à s'interroger sur son être propre. C'est-à-dire que cette conscience-là, elle n'est pas à la recherche d'elle-même comme pour soi. Elle ne cherche pas à se distinguer de ce qui n'est pas du pour soi. Ce n'est pas ça son but. Donc dans toute cette communication, effectivement, on peut montrer que la conscience de soi réflexive ne se fait pas sans les autres, ce qui était une partie de ce qu'on cherchait. La conscience de soi réflexive ne peut pas se faire sans les autres, ça c'était une partie de ce qu'on cherchait, mais il y avait autre chose aussi qu'on cherchait, c'était que la conscience cherche à se saisir elle-même comme pour soi, elle cherche à s'affirmer comme n'étant pas l'en soi, elle cherche à se faire reconnaître comme telle. Donc si je fais reconnaître à l'autre que j'ai faim et que je voudrais bien qu'il m'aide à trouver ma nourriture, je ne fais qu'exprimer ma vie animale. Il ne me reconnaîtra pas pour autant comme une conscience qui est bien au-delà de la vie animale, qui est autre chose. Donc ce n'est pas ce que cherchaient ni Hegel ni Sartre. Donc, alors ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que Hegel et Sartre, ils cherchent au fond plusieurs choses. Ils ne cherchent pas seulement la conscience, l'apparition de la conscience de soi, ils cherchent aussi le moment où un pour soi a voulu se faire reconnaître comme tel. Ça, c'est surtout le but de Hegel. Et Sartre, qu'est-ce qu'il cherchait depuis le début? C'était à inscrire dans la conscience de soi, même pré-réflexive chez lui, dans la conscience de soi pré-réflexive, une autre conscience, une conscience étrangère. Donc comment est-ce qu'une autre conscience peut être dans l'essence même de la conscience de soi? Et ça, Nietzsche ne l'apporte pas non plus. Donc cette reconstitution historique, on peut dire qu'elle est peut-être bien satisfaisante du point de vue précisément de l'histoire de l'hominisation, mais elle n'est pas satisfaisante pour savoir du point de vue ontologique, cette fois, ce qui est tout autre chose, du point de vue ontologique, pourquoi l'être pour soi implique en lui-même l'être pour autrui. Et je suis obligée de m'arrêter maintenant, à cause du temps. Et donc mais je poursuivrai la semaine prochaine, c'est loin d'être fini. Après, on va voir Heidegger et puis la réponse de Sartre elle-même.